Imaginez planter une seule fois et récolter ensuite pendant 15 ans. Pas de semis annuels, pas d'achat constant de jeunes plants, pas de lutte contre le temps quand le printemps arrive trop tard ou que l'été finit trop tôt. Et s'il existait des variétés de légumes qui se comportent comme des arbres fruitiers qui, une fois établis, reviennent année après année, grandissent, deviennent plus productives, alors que vous n'avez presque plus rien à faire? La vérité est que ces plantes existent. Elles ne sont pas une invention, ni une vision du futur. Elles poussent depuis des siècles dans les jardins, les fermes, les systèmes de permaculture du monde entier. Pourtant, rares sont ceux qui les connaissent, car notre agriculture moderne nous a habitués à ce que les légumes soient annuels, à ce que nous devions recommencer chaque année, à ce que la dépendance aux semences, au timing, aux conditions soit normale. Mais, et si c'était précisément cela l'erreur? Et si nous avions oublié ce que signifie la véritable durabilité? Et si le chemin vers l'indépendance ne résidait pas dans encore plus de travail, mais dans des décisions plus intelligentes? Restez jusqu'à la fin, car je vais non seulement vous montrer les 18 variétés de légumes, mais aussi comment les planter correctement, les entretenir et les intégrer dans un système qui vous apporte une réelle sécurité. Cette vidéo va changer fondamentalement votre perspective sur le jardinage. Nous vivons à une époque où les chaînes d'approvisionnement sont fragiles, où les prix des denrées alimentaires augmentent, pas seulement de quelques pourcents, mais de manière sensible, massive, existentielle pour de nombreux foyers. Où la qualité des produits de supermarché baisse, tandis que la dépendance s'accroît. En même temps, nous avons oublié ce que nos grands-parents savaient encore, qu'un jardin peut être plus qu'un passe-temps, qu'il peut être une assurance-vie, une protection verte et silencieuse que personne ne peut vous enlever, qui ne dépend pas des banques, ni des chaînes d'approvisionnement, ni des décisions politiques. Les légumes vivaces, souvent appelés plantes pérennes ou cultures permanentes, sont la clé de cette forme précise d'indépendance. Ils sont faciles d'entretien, souvent plus robustes que les variétés annuelles, et développent au fil des ans un système racinaire profond qui survit à la sécheresse, puise les nutriments dans les couches profondes du sol et améliore activement le sol au lieu de l'épuiser. En permaculture, ils sont considérés comme l'épine dorsale de tout système, car ils apportent stabilité, prévisibilité et rendement, même quand vous n'êtes pas là, quand l'année est difficile, quand le monde autour de vous devient chaotique. Avant d'en venir aux plantes individuelles, comprenons pourquoi les cultures vivaces sont si révolutionnaires. Le jardinage conventionnel, tel que nous le connaissons aujourd'hui, repose sur un système qui veut avant tout une chose, le contrôle. Contrôle du moment du semis, de la croissance, de la récolte. Cela semble une bonne chose au premier abord, mais cela a un prix. Ce prix est un travail permanent, une dépendance constante aux intrants externes comme les semences, l'engrais, l'irrigation et une répétition incessante des mêmes tâches. Chaque année repart de zéro. Chaque année, vous devez préparer les plates-bandes, semer, repiquer, planter, arroser, biner, fertiliser, et à la fin de la saison, tout est fini. Le sol est vide, souvent épuisé, et vous recommencez à zéro. Ce n'est pas un système durable, c'est une roue de hamster. Les cultures vivaces brisent ce schéma. Elles s'établissent une fois et restent. Elles accumulent chaque année plus de biomasse, plus de masse racinaire, plus de capacité de stockage. Elles ne deviennent pas plus faibles avec le temps, mais plus fortes. Elles ont besoin de moins de soins, car elles peuvent subvenir à leurs propres besoins. Leurs racines s'enfoncent profondément, parfois à plusieurs mètres de profondeur, et vont chercher l'eau et les nutriments dans des zones inaccessibles aux plantes annuelles. Cela signifie qu'elles sont plus résistantes à la sécheresse, plus efficaces sur le plan nutritionnel et moins sensibles aux parasites et aux maladies. Un système vivace établi est comme une forêt. Il s'autorégule, il crée de l'humus, il attire les auxiliaires, il devient plus stable chaque année. Commençons maintenant par les premières variétés de légumes que vous devriez absolument connaître. La première est l'asperge.
Je ne parle pas ici du paquet d'asperges acheté au supermarché, mais d'un véritable investissement dans votre jardin. L'asperge est une plante vivace qui nécessite 2 à 3 ans après la plantation pour s'établir. Pendant cette période, elle forme un système racinaire massif et très ramifié qui descend parfois jusqu'à 2 mètres de profondeur. Mais dès la 4e année, vous pouvez récolter chaque printemps, et ce pour les 15 à 30 prochaines années. Certaines aspergeraies produisent pendant plus de 40 ans. Imaginez cela, un seul investissement en temps et en travail, puis des décennies de récolte. Ce n'est pas seulement pratique, c'est stratégique. L'asperge aime les sols profonds et bien drainés. Elle a besoin de soleil, au moins 6 heures par jour, mais aussi de patience. La plantation se fait idéalement au printemps, dans des tranchées d'environ 30 cm de profondeur. Les racines sont réparties sur de petits monticules de terre afin qu'elles puissent s'étendre de tous côtés, puis recouvertes de terre. Pendant les 2 premières années, vous laissez simplement l'asperge pousser. Vous ne récoltez rien. C'est difficile, je sais, mais c'est essentiel. La plante a besoin de ce temps pour accumuler des forces, pour construire son système racinaire. À partir de la 3e année, vous pouvez commencer à récolter prudemment, mais seulement pendant quelques semaines. À partir de la 4e année, c'est la pleine récolte, qui va d'avril à juin, selon les conditions météorologiques. Vous coupez les tiges quand elles percent le sol, et la plante en produit sans cesse de nouvelles. Après la Saint-Jean, le 24 juin, vous arrêtez la récolte et laissez la plante repousser pour qu'elle puisse accumuler des forces pour l'année suivante. L'asperge ne demande pratiquement aucun soin, mais elle adore le compost. Un apport annuel de compost bien décomposé à l'automne ou au printemps est récompensé par des récoltes abondantes. Et ce qui est beau, c'est que l'asperge n'a pratiquement aucun parasite. Le seul défi est la patience. Mais si vous en faites preuve, vous serez récompensé par l'une des variétés de légumes les plus nobles et les plus chères, que vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter. La deuxième plante est la rhubarbe. Robuste, peu exigeante, presque indestructible. La rhubarbe est l'une des rares plantes qui prospèrent même dans les zones ombragées et plus fraîches du jardin, bien qu'elle préfère le soleil. Elle pousse comme un buisson avec de grandes tiges charnues que vous pouvez récolter chaque printemps et qui repoussent sans cesse. Un pied de rhubarbe établi peut produire pendant 20, 30, voire 40 ans et plus. Elle ne demande presque aucun soin, presque pas d'engrais, et elle est pratiquement immunisée contre la plupart des parasites. Vous la plantez une fois et elle reste. C'est le principe que nous recherchons. La rhubarbe se plante à l'automne ou au printemps sous forme de souche. Vous creusez un trou de plantation généreux, vous ajoutez beaucoup de compost, vous placez la souche de manière à ce que les bourgeons soient juste sous la surface du sol et vous arrosez bien. La première année, vous laissez la plante pousser sans récolter. À partir de la 2e année, vous pouvez récolter prudemment quelques tiges. À partir de la 3e année, vous pouvez récolter pleinement. La récolte se fait d'avril à juin, en tournant les tiges à la base pour les arracher, sans les couper. C'est important, car les points de coupe peuvent pourrir. Après juin, vous ne devriez plus récolter pour que la plante accumule des forces pour l'année suivante. La rhubarbe aime l'humidité et les nutriments. Une épaisse couche de paillis maintient le sol humide et empêche les mauvaises herbes de pousser. Tous les quelques années, vous pouvez diviser la souche si elle devient trop grande et ainsi obtenir de nouvelles plantes ou en offrir. La rhubarbe n'est pas seulement délicieuse en tarte et en compote, elle est aussi riche en vitamine C, en potassium et en fibres. Et le meilleur, c'est l'une des premières plantes de l'année à vous donner de quoi récolter quand le reste du jardin dort encore. La 3e variété est le topinambour, également appelé poire de terre. Cette plante est un véritable légume de survie, un aliment de secours qui a sauvé les gens à maintes reprises en temps de crise. Le topinambour est originaire d'Amérique du Nord et y était cultivé par les peuples autochtones. Il pousse même sur les sols les plus pauvres, se propage par ses tubercules souterrains et vous offre chaque année une récolte sans que vous n'ayez rien à faire.
Le topinambour est rustique, supporte des températures jusqu'à -30 degrés et pousse même dans les sols secs et sableux où presque rien d'autre ne prospère. Les tubercules restent en terre et peuvent être récoltés de l'automne au printemps, selon les besoins. Vous les déterrez quand vous en avez besoin, le reste demeure dans le sol et repart au printemps. Le topinambour est riche en inuline, une fibre prébiotique qui favorise la santé intestinale, mais qui peut aussi provoquer des ballonnements chez les personnes sensibles. Le goût est légèrement noiseté, terreux, et les tubercules peuvent être préparés crus, cuits, rôtis ou en soupe. Mais attention, le topinambour peut devenir envahissant. Si vous le plantez, choisissez l'emplacement avec soin, idéalement un coin où il peut s'étendre sans évincer les autres cultures. Vous pouvez aussi le planter dans une zone délimitée, par exemple avec une barrière anti-rhizome. La plante monte jusqu'à 3 mètres de haut, possède des fleurs semblables à celles du tournesol en automne et constitue également un atout esthétique. Le topinambour est la plante que vous pouvez oublier et qui produit malgré tout. C'est la réserve silencieuse dans le sol, toujours là quand vous en avez besoin. La quatrième plante est le chou perpétuel, également appelé chou en arbre ou chou de Daubenton. C'est une variété de chou ancienne, presque oubliée, qui pousse comme un arbre et produit des feuilles pendant plusieurs années. Le chou perpétuel peut atteindre 3 mètres de haut et ressemble à un petit palmier. Vous récoltez les feuilles continuellement de bas en haut et la plante continue de croître et de produire de nouvelles feuilles. Un chou perpétuel peut vivre de 3 à 5 ans et fournir des récoltes continues pendant cette période. Le chou perpétuel est incroyablement nutritif, riche en vitamines A, C, en calcium et en fer. Il est rustique jusqu'à environ -10 degrés, voire plus dans les régions plus clémentes, et il vous offre de la verdure fraîche même au cœur de l'hiver, quand rien d'autre ne pousse. Cela en fait une plante inestimable pour l'autosuffisance. Imaginez qu'en janvier, il y ait de la neige et que vous sortiez récolter des feuilles de chou fraîches. C'est cela l'indépendance. Le chou perpétuel est idéalement planté au printemps sous forme de jeunes plants. Il a besoin d'un emplacement ensoleillé et d'un sol riche en nutriments. La plante pousse lentement les premiers mois, mais prend vraiment de l'ampleur à partir de la 2e année. La récolte commence quand la plante mesure environ 1 mètre de haut. Vous cueillez les feuilles du bas et la plante continue de croître par le haut. En hiver, vous pouvez continuer à récolter tant que le sol n'est pas gelé. Le chou perpétuel est traditionnellement très connu en Angleterre, en Écosse et en Irlande, où il est cultivé depuis des siècles. Mais en Allemagne et en Europe centrale, il est presque oublié. Une grande erreur, car c'est l'un des légumes vivaces les plus fiables et les plus productifs qui soient. Maintenant, nous arrivons à des plantes que beaucoup connaissent, mais ne perçoivent pas comme vivaces. La 5e est l'oignon, plus précisément l'oignon perpétuel ou oignon rocambole. Cette variété extraordinaire ne forme pas de gros bulbes au sol, mais de petits bulbes aériens sur les tiges, souvent disposés sur plusieurs étages, les uns au-dessus des autres. Vous récoltez ces petits oignons au fur et à mesure, et la plante continue de pousser. Elle est absolument rustique, ne demande presque aucun soin, et vous fournit des oignons frais toute l'année. Les bulbes aériens peuvent être consommés ou replantés pour obtenir de nouvelles plantes. L'oignon perpétuel est une plante simple. Il pousse en touffe, un peu comme la ciboulette. Et vous pouvez aussi récolter les feuilles vertes tubulaires et les utiliser comme des oignons nouveaux. La plante s'étend lentement, mais n'est pas envahissante. Elle est idéale pour les bordures de plates-bandes, les carrés d'herbes aromatiques ou en sous-plantation sous des cultures plus hautes. Vous la plantez une fois et vous l'oubliez presque, sauf pour récolter. C'est une plante que vous devriez avoir dans chaque jardin d'autosuffisance. La 6e plante est la ciboulette chinoise, également appelée ail odorant. Contrairement à l'ail normal que vous devez replanter chaque année,
La ciboulette chinoise pousse comme une plante vivace. Elle ressemble à de la ciboulette, mais possède des feuilles plus larges et plates, ainsi qu'un goût d'ail doux. Vous récoltez les feuilles vertes du printemps à l'automne et la plante repousse sans cesse. En été, la ciboulette chinoise forme de magnifiques ombelles de fleurs blanches qui ne sont pas seulement comestibles, mais attirent aussi les pollinisateurs. La ciboulette chinoise est extrêmement facile d'entretien et rustique. Elle s'étend lentement, forme des touffes denses et constitue une excellente plante compagne en culture associée, car son odeur éloigne de nombreux parasites. Vous pouvez utiliser les feuilles fraîches dans les salades, les soupes, sur du pain ou les congeler. La ciboulette chinoise est riche en vitamine C et possède des propriétés antibactériennes. C'est un complément parfait pour quiconque aime le goût de l'ail, mais ne veut pas replanter de nouvelles gousses chaque année. La 7e variété est le bon vieux Réfort. Une fois planté, il ne vous quittera plus jamais. Le Réfort est extrêmement robuste, pousse dans presque tous les sols, de lourd à sableux, et s'étend par ses racines. Vous déterrez les racines charnues et épaisses en automne ou au début du printemps. Vous les transformez en Réfort frais et piquant, et la plante continue de pousser à partir des morceaux de racines restés en terre. Même les plus petits restes de racines repartent. C'est pourquoi le Réfort est parfois considéré comme difficile à éliminer. Mais si vous le cultivez sciemment, c'est un avantage. Le Réfort n'est pas seulement une épice, mais aussi une plante médicinale importante. Il possède des propriétés antibactériennes, expectorantes, stimule la circulation sanguine et renforce le système immunitaire. En médecine populaire, le Réfort est utilisé contre le rhume, les infections urinaires et les troubles digestifs. Le piquant de la racine provient des huiles de moutarde qui sont libérées lors du râpage et déploient tout leur effet. Le Réfort frais est bien plus intense et sain que celui du commerce. La plantation se fait au printemps. Vous placez des morceaux de racines de biais dans le sol à environ 30-40 cm de profondeur. Le Réfort aime les sols profonds et meubles, mais s'accommode aussi d'un limon lourd. La plante pousse la première année et forme de grandes feuilles vigoureuses. À partir de la 2e année, vous pouvez récolter. Vous déterrez la racine principale, mais laissez toujours quelques racines latérales dans le sol, et dès l'année suivante, la plante repart. Le Réfort est l'une de ces plantes qui vous maintiennent en bonne santé tout en restant là pendant des décennies. Le numéro 8 est l'artichaut. Beaucoup pensent que les artichauts sont compliqués, exotiques ou cultivables uniquement dans les régions chaudes. Pourtant, il existe des variétés rustiques qui prospèrent sans problème en Europe centrale et qui sont vivaces. Les plantes sont imposantes, atteignant jusqu'à 2 mètres de hauteur, possèdent des feuilles décoratives vert argenté et ressemblent à un mélange entre un légume et une plante ornementale. L'artichaut vous offre chaque année ces délicats boutons floraux charnus que vous récoltez avant qu'ils ne s'ouvrent. Les artichauts ont besoin d'espace, au moins 1 mètre carré par plante, et d'un endroit ensoleillé et protégé. Le sol doit être riche en nutriments, profond et bien drainé. La plantation se fait au printemps, soit à partir de jeunes plants, soit par division d'anciennes souches. La première année, l'artichaut ne produit généralement pas encore de fleurs, mais développe sa masse racinaire. La récolte commence à partir de la 2e année, de juillet à septembre. Une plante établie peut fournir 5 à 10 gros boutons floraux par an, parfois plus. La récolte se fait lorsque les boutons sont bien fermés et que les écailles extérieures sont encore bien serrées. Vous les coupez avec un morceau de tige. Les artichauts ne sont pas seulement délicieux au goût, ils sont aussi extrêmement sains. Ils contiennent de la cynarine, une substance amère qui soutient le foie, favorise la digestion et peut abaisser le taux de cholestérol. Dans les régions douces, les artichauts passent l'hiver sans problème à l'extérieur. Dans les régions plus froides, vous devriez les protéger avec des feuilles, de la paille ou un voile d'hivernage. Les plantes sont pérennes et deviennent plus productives chaque année. Numéro 9. L'oseille. Cette ancienne plante potagère et médicinale
est une vivace qui vous offre de la verdure fraîche et acidulée dès le début du printemps, souvent dès le mois de mars, quand la neige vient de fondre. L'oseille est riche en vitamine C, en fer et en acide oxalique, qui lui donne son goût acide caractéristique. La plante est extrêmement rustique, pousse pratiquement partout, de l'ombre partielle au plein soleil, et s'accommode même des sols pauvres. Vous récoltez les jeunes feuilles pour les salades, les soupes, les sauces ou les smoothies. Les feuilles plus âgées deviennent un peu plus coriaces et amères, mais restent utilisables. L'oseille repousse sans cesse, tant que vous ne récoltez pas jusqu'à la racine. La plante fleurit au début de l'été avec des inflorescences rougeâtres discrètes que vous devriez retirer si vous voulez favoriser la production de feuilles. L'oseille se ressème également d'elle-même, de sorte que vous aurez plusieurs plantes avec le temps. L'oseille faisait autrefois partie intégrante des jardins paysans et était considérée comme une cure de printemps pour refaire le plein de vitamines après le long hiver. La plante n'est pas seulement utile, elle est aussi l'une des premières à vous nourrir dans l'année, à une époque où il n'y a presque rien d'autre à récolter. Cela la rend inestimable pour l'autosuffisance. La 10e plante est le poireau perpétuel, une forme spéciale de poireau qui repousse à partir des racines après la récolte. Contrairement au poireau normal qui est consommé après la récolte, les variétés vivaces forment de nouvelles pousses à partir de la base. Vous coupez la partie supérieure, laissez la racine en terre et elle forme de nouvelles tiges vertes. Cela ne fonctionne pas indéfiniment, mais vous pouvez obtenir 2 à 3 récoltes par plante avant de la remplacer ou de la multiplier par division. Le poireau perpétuel est connu dans la tradition horticole britannique, où il est cultivé depuis des siècles. Il est rustique, peu exigeant, et vous fournit des poireaux frais sur de longues périodes. La plante n'est pas aussi répandue que le poireau normal, mais une fois que vous l'aurez, vous ne voudrez plus vous en passer. Elle illustre parfaitement le principe de pérennité. Planter une fois, récolter plusieurs fois, moins de travail, plus de rendement. Numéro 11 est le chénopode Bon Henri, une plante potagère presque oubliée qui a été un aliment de base en Europe pendant des siècles avant que l'épinard ne la supplante. Le chénopode Bon Henri est une vivace de la famille des amarantacées et vous offre du printemps à l'automne des feuilles fraîches semblables à celles de l'épinard. La plante est extrêmement riche en nutriments, contient beaucoup de fer, de vitamine C et de minéraux, et elle est moins exigeante que l'épinard. Le Bon Henri pousse au soleil ou à la mi-ombre, supporte même les endroits ombragés sous les arbres et s'accommode des sols pauvres. La plante atteint environ 1 demi-mètre de haut, forme de robustes feuilles en forme de flèche et peut rester au même endroit pendant plus de 10 ans. Vous récoltez les jeunes feuilles et les pointes de tiges comme des épinards et la plante repousse sans cesse. Au printemps, vous pouvez même utiliser les jeunes inflorescences comme des brocolis. Le Bon Henri était particulièrement répandu dans les zones rurales parce qu'il est fiable et facile d'entretien. Il n'a presque pas besoin d'eau, presque pas d'engrais, et il est pratiquement sans parasites. La plante est également une source de nourriture importante pour les insectes et s'intègre parfaitement dans les jardins naturels. À une époque où la diversité et la résilience deviennent plus importantes, le chénopode Bon Henri devrait connaître une renaissance. Numéro 12. Les herbes aromatiques vivaces. Les herbes sont souvent sous-estimées, mais elles sont essentielles non seulement pour le goût, mais aussi pour la santé et la stabilité du jardin. Menthe poivrée, origan, thym, sauge, mélisse citronnelle, sarriette, estragon, ciboulette. Toutes ces plantes sont des vivaces qui reviennent pendant des années, souvent des décennies. Elles vous apportent du goût, des vertus médicinales, de la diversité et sont extrêmement faciles d'entretien. Une fois plantées, vous n'avez plus qu'à récolter. La menthe poivrée, par exemple, est une plante vigoureuse qui s'étend beaucoup. Elle aime les endroits humides et la mi-ombre, et vous offre des feuilles fraîches pour le thé, les desserts, ou simplement comme ajout rafraîchissant dans l'eau. La menthe poivrée a des propriétés digestives, antispasmodiques
et rafraîchissante. Vous devriez la planter dans une zone délimitée, sinon elle envahit tout. L'origan et le thym sont des herbes méditerranéennes qui aiment les endroits secs et ensoleillés. Ils sont extrêmement tolérants à la sécheresse, n'ont presque pas besoin d'eau et sont rustiques. Tous deux sont non seulement précieux en cuisine, mais aussi de puissantes plantes médicinales aux propriétés antibactériennes et antivirales. Le thym était traditionnellement utilisé pour les maladies respiratoires, l'origan pour les troubles digestifs. La sauge est une autre vivace aux feuilles duveteuses gris-vert et parfumées. Elle est rustique, aime le soleil et les sols bien drainés et peut vivre plus de 10 ans. La sauge a des propriétés anti-inflammatoires, anti-sudorifiques et est traditionnellement utilisée pour les maux de gorge et les rhumes. La plante est aussi une source importante de nectar pour les abeilles. La mélisse citronnelle est une plante vigoureuse au parfum de citron, qui se ressème d'elle-même et est pratiquement indestructible. Elle pousse au soleil ou à la mi-ombre, supporte la sécheresse et vous offre des feuilles pour des infusions apaisantes et relaxantes. La mélisse est aussi une excellente plante pour les pollinisateurs. La ciboulette est le classique que presque tout le monde connaît. Elle est vivace, rustique, pousse en touffes denses et vous fournit toute l'année des tiges au goût d'oignon doux. La ciboulette n'est pas seulement délicieuse, elle est aussi décorative lorsqu'elle forme au début de l'été ses pompons de fleurs mauves, qui sont également comestibles. Les herbes sont le fondement de tout jardin d'autosuffisance. Elles occupent peu de place, offrent une diversité énorme et sont souvent les premières plantes que l'on installe dans un nouveau jardin. Elles stabilisent le système, attirent les auxiliaires et vous apportent goût et santé sans que vous n'ayez beaucoup d'efforts à faire pour cela. Numéro 13 est l'aspérule odorante. Cette plante vivace qui aime l'ombre pousse naturellement dans les forêts de feuillus, mais aussi dans les zones ombragées du jardin où peu d'autres choses prospèrent. L'aspérule odorante est vivace, s'étend lentement par des stolons et forme un tapis dense couvre-sol avec des feuilles délicates disposées en étoiles. Au printemps, généralement en avril et mai, elle forme de petites fleurs blanches au parfum sucré. L'aspérule est connue pour son odeur caractéristique qui provient de la coumarine. Les feuilles sont traditionnellement utilisées pour le vin de mai, mais aussi pour des infusions, des sirops ou comme arôme dans les desserts. La coumarine a, à petite dose, un effet apaisant et antispasmodique. Cependant, à forte dose, elle peut provoquer des maux de tête. C'est pourquoi l'aspérule doit être utilisée avec modération. La plante est idéale pour les zones ombragées sous les arbres ou sur les versants nord où d'autres légumes ne poussent pas. L'aspérule odorante montre que même les coins les plus difficiles et les plus sombres de votre jardin peuvent être utilisés de manière productive. Elle ne demande aucun soin, s'étend lentement et vous offre chaque printemps de la verdure fraîche quand vous en avez besoin. Numéro 14. La racine de consoude. La consoude est avant tout connue comme plante médicinale, mais les jeunes feuilles sont comestibles, bien qu'un peu rudes et velues, et très nutritives. Cependant, le rôle le plus important de la consoude est celui d'améliorateur de sol et de plantes dynamiques. La consoude possède une racine pivotante profonde qui peut descendre jusqu'à 3 mètres. Cette racine remonte les nutriments, en particulier le potassium, le phosphore et l'azote, des couches profondes du sol et les stocke dans ses feuilles. Vous pouvez couper les feuilles et les utiliser comme paillis, comme ajout au compost ou les transformer en purin de plantes. Le purin de consoude est un excellent engrais naturel, particulièrement pour les plantes gourmandes comme les tomates, les courges ou les pommes de terre. La plante est vivace, rustique et pousse dans des sols humides à normaux, au soleil ou à la mi-ombre. Vous coupez les feuilles plusieurs fois par an et la plante repousse sans cesse. La consoude est une plante clé en permaculture car elle n'est pas seulement utile pour elle-même, mais renforce tout le système. Elle est un exemple montrant que les plantes vivaces
ne fournissent pas seulement de la nourriture, mais améliorent aussi l'écosystème de votre jardin. La consoude crée de l'humus, attire les pollinisateurs et est l'une des plantes produisant le plus de biomasse au monde. Numéro 15 est la roquette sauvage, également appelée Diplotaxis tenuifolia ou roquette vivace. C'est la sœur vivace de la roquette bien connue des mélanges de salade, et elle possède un goût plus intense et plus poivré. La roquette sauvage pousse en buisson, atteint environ 40 à 60 cm de haut et est absolument rustique. Elle forme le plus de feuilles au printemps et à l'automne, mais vous pouvez aussi récolter lors des phases douces en hiver. La plante fleurit du printemps à l'automne avec de petites fleurs jaunes qui ne sont pas seulement jolies, mais aussi comestibles et ont également un goût piquant. La roquette sauvage attire de nombreux pollinisateurs et constitue une excellente plante compagne en culture associée. Vous récoltez les feuilles continuellement et la plante repousse sans cesse. Elle se ressème aussi d'elle-même, de sorte que vous aurez avec le temps plusieurs plantes dans le jardin sans rien faire pour cela. La roquette sauvage est robuste, peu exigeante et pousse dans des sols drainés, pas trop riches en nutriments, en plein soleil. Elle supporte mieux la sécheresse que la roquette annuelle et est pratiquement sans parasites. Les feuilles sont riches en vitamines, minéraux et composés phytochimiques qui favorisent la santé. La roquette sauvage est un complément parfait pour les salades, les pestos, sur les pizzas ou simplement comme ajout piquant à de nombreux plats. Numéro 16. Le pissenlit. Oui, vous avez bien entendu. Le pissenlit n'est pas seulement une mauvaise herbe, mais l'une des plantes les plus nutritives et polyvalentes qui soit. Les jeunes feuilles au printemps sont un ajout délicat aux salades, légèrement amères mais pleines de vitamines et de minéraux. Les racines peuvent être déterrées en automne, torréfiées et utilisées comme un substitut de café sain. Les fleurs donnent un merveilleux sirop, de la gelée, ou peuvent être transformées en miel de pissenlit. Le pissenlit est vivace, pratiquement indestructible et pousse partout, du soleil à la mi-ombre, dans n'importe quel sol. Le pissenlit possède une racine pivotante profonde qui remonte les nutriments des profondeurs et ameublit le sol. La plante est une source de floraison précoce importante pour les insectes et une plante médicinale précieuse. Le pissenlit a des effets détoxifiants, diurétiques, fortifie le foie et favorise la digestion. En médecine populaire, il est utilisé depuis des siècles comme cure de printemps. Au lieu de combattre le pissenlit comme un ennemi, vous devriez le voir comme une ressource. La plante se multiplie seule, ne coûte rien, vous fournit nourriture et guérison et améliore votre sol. Vous pouvez le laisser pousser délibérément aux endroits où il ne dérange pas et le récolter là. Le pissenlit est l'exemple parfait d'une plante que vous n'avez pas besoin de planter, mais qui appartient tout de même à votre système vivace. Numéro 17 est le cresson de fontaine. Si vous avez accès à un ruisseau, un étang, une source ou un endroit humide, le cresson de fontaine est idéal. Il pousse dans et au bord de l'eau, est vivace et vous fournit toute l'année une verdure fraîche et piquante, extrêmement riche en vitamine C, en fer, en calcium et en composés phytochimiques. Le cresson de fontaine est considéré comme l'un des aliments les plus sains au monde et était autrefois cultivé de manière systématique, particulièrement en Angleterre. La plante est rampante, forme de longues tiges qui flottent dans l'eau et de petites fleurs blanches. Vous récoltez les pointes des tiges et les jeunes feuilles, et la plante continue de croître. Le cresson de fontaine n'est pas seulement délicieux en salade, en soupe ou sur du pain, c'est aussi une puissante plante médicinale. Il a des effets dépuratifs, antibactériens et renforce le système immunitaire. Le cresson de fontaine était autrefois un aliment de base dans de nombreuses régions, parce qu'il est fiable, nutritif et disponible toute l'année. Si vous avez la possibilité de cultiver du cresson de fontaine, profitez-en. C'est l'une des rares plantes qui pousse même en hiver
et vous offre de la verdure fraîche quand tout le reste est au repos. Et numéro 18, la capucine. Oui, elle aussi peut être vivace, du moins dans les zones climatiques douces ou comme culture protégée. Dans les régions plus chaudes, la capucine passe l'hiver sans problème. Dans les régions plus froides, vous pouvez la faire hiverner en serre ou comme plante en pot. Ses fleurs, ses feuilles et même ses graines immatures sont comestibles et ont un goût piquant, semblable au cresson. La capucine n'est pas seulement belle et utile, elle est aussi une plante compagne importante. Elle éloigne les pucerons des autres plantes en les attirant et en les détournant. Elle attire les pollinisateurs et améliore la santé du sol. La capucine est riche en vitamine C, contient des antibiotiques naturels et renforce le système immunitaire. La plante pousse vite, grimpe ou rampe, fleurit tout l'été dans des couleurs éclatantes et constitue un atout pour chaque jardin. Ce sont les 18 variétés de légumes. Mais maintenant vient l'essentiel. Comment les intégrer dans un système fonctionnel? Car des plantes individuelles, c'est bien, mais un système bien pensé, c'est puissant. Le premier principe est la diversité. Vous ne voulez pas seulement une ou deux variétés, mais une multitude, car chaque plante a sa propre période de récolte, ses propres exigences, ses propres forces. Si vous plantez de la diversité, vous avez des rendements toute l'année. Vous ne dépendez pas d'une seule récolte, d'un seul créneau temporel. Des asperges au printemps, des artichauts en été, des topinambours en automne et en hiver, du chou perpétuel au cœur de l'hiver. C'est un système qui vous nourrit continuellement. Le deuxième principe est la stratification du sol et l'action en profondeur. Les plantes vivaces développent des racines profondes, souvent de plusieurs mètres. Cela signifie qu'elles vont chercher les nutriments et l'eau dans des couches du sol que les plantes annuelles n'atteignent jamais. En même temps, elles ameublissent le sol, favorisent la vie souterraine, attirent les vers de terre et améliorent la structure. Un jardin avec de nombreuses cultures permanentes devient de plus en plus fertile avec le temps et non plus pauvre. Le sol devient plus riche en humus, plus vivant, plus résistant. C'est du jardinage durable au sens propre du terme. Le troisième principe est l'autorégulation et l'équilibre écologique. Les systèmes vivaces sont plus stables que les systèmes annuels. Ils ont moins de problèmes de parasites car ils instaurent un équilibre naturel. Les auxiliaires comme les coccinelles, les cirfes, les carabes et les araignées s'y installent car le système leur offre un habitat. Les micro-organismes du sol, comme les bactéries, les champignons et les vers de terre, se multiplient car le sol n'est pas constamment travaillé. Le système s'autorégule. Vous avez moins besoin d'intervenir, moins besoin de traiter, moins besoin de lutter. Cela permet d'économiser non seulement du temps et de l'argent, mais aussi des nerfs et de la frustration. Le quatrième principe est l'allègement temporel et l'efficacité du travail. Les jardins annuels demandent beaucoup de travail. Chaque printemps, il faut préparer les plates-bandes, bêcher ou ameublir, semer, repiquer, planter, arroser, biner, fertiliser. Ce sont des centaines d'heures de travail par an. Avec les plantes vivaces, une grande partie de ce travail disparaît. Vous récoltez, vous entretenez occasionnellement, vous paillez peut-être une fois par an et vous récoltez à nouveau. C'est la différence entre un jardin qui vous possède et un jardin que vous possédez. Vous gagnez du temps pour d'autres choses, pour votre famille, pour votre vie, et pourtant, vous récoltez davantage. Le cinquième principe est la résilience face aux crises et l'indépendance. Imaginez qu'une année arrive où vous ne pouvez pas jardiner. Peut-être êtes-vous malade, peut-être manquez-vous de semences, peut-être le printemps est-il trop chaotique, peut-être y a-t-il des ruptures d'approvisionnement ou des problèmes économiques. Dans un jardin annuel, vous ne récoltez rien. Dans un jardin vivace, vous récoltez quand même. Les plantes sont là. Elles produisent indépendamment de ce qui se passe autour d'elles. C'est cela la vraie résilience. C'est le genre de sécurité qui ne dépend pas des systèmes, mais de ce que vous avez construit vous-même. Le sixième principe
est le lien avec la nature et la pensée écosystémique. Les plantes vivaces sont plus naturelles. Elles imitent les écosystèmes forestiers, elles créent de l'humus, elles stockent le carbone dans le sol. Elles offrent un habitat aux insectes, aux oiseaux, aux petits mammifères. Votre jardin devient un système vivant, pas une surface de production. Et c'est ce système vivant qui vous nourrit à long terme. Il est plus résistant à la sécheresse, aux parasites, aux météos extrêmes. C'est un système qui fonctionne, même si vous n'intervenez pas constamment. Le 7e principe est la stabilité génétique et l'adaptation. Les plantes vivaces s'adaptent à leur emplacement. Elles développent au fil des ans une tolérance aux conditions locales, à votre sol, votre climat, vos défis spécifiques. Elles deviennent plus robustes chaque année parce qu'elles apprennent. C'est quelque chose que les plantes annuelles ne peuvent jamais faire. Elles recommencent chaque année à zéro, sans adaptation, sans mémoire. Les plantes vivaces, en revanche, sont des archives vivantes qui se perfectionnent continuellement. Maintenant, pour la mise en œuvre pratique. Vous n'avez pas besoin de tout planter d'un coup, ce serait accablant et pas durable. Commencez par 3 ou 4 variétés qui correspondent à votre emplacement, votre sol, votre climat et vos besoins. Si vous avez beaucoup d'espace et que vous pensez à long terme, plantez des asperges et de la rhubarbe. Si vous voulez commencer petit et chercher des résultats rapides, plantez de la ciboulette chinoise, de l'oseille et des herbes vivaces. Si vous avez des surfaces en friche que vous voulez utiliser utilement, plantez des topinambours. Si vous voulez récolter en hiver, plantez du chou perpétuel. Si vous avez des zones ombragées, plantez de l'aspérule odorante et du chénopode Bon Henri. Choisissez consciemment, planifiez à long terme et ensuite plantez. La plupart de ces plantes sont peu coûteuses. Souvent, vous pouvez obtenir des rejets de voisins via des bourses d'échange ou des groupes de jardinage. Beaucoup se multiplient aussi facilement par division et, une fois plantées, elles sont votre capital, votre investissement vivant qui prend de la valeur chaque année. Entretenez-les durant les 2 premières années jusqu'à ce qu'elles soient établies. Arrosez en cas de sécheresse, surtout le premier été. Paillez les plates-bandes pour maintenir l'humidité et étouffer les mauvaises herbes. Éloignez les mauvaises herbes au début pour que les jeunes plantes ne subissent pas de concurrence. Fertilisez au printemps avec du compost ou de l'engrais organique. Mais après cela, elles tournent toutes seules. Vous récoltez, vous vous réjouissez, vous récoltez à nouveau. Et chaque année, elles deviennent plus productives, plus grandes, plus généreuses. C'est le contraire de ce que nous connaissons de l'agriculture moderne où les rendements baissent avec le temps parce que le sol s'épuise. Ici, ils augmentent parce que le système mûrit, parce que les plantes deviennent plus fortes, parce que l'écosystème se construit. Une remarque importante. Les plantes vivaces ne signifient pas que vous ne devez plus jamais cultiver de cultures annuelles. Tomates, courgettes, haricots, salades, ils ont leur place. Mais ils devraient être le complément, pas la base. La base devrait être les plantes qui restent, qui vous donnent de la sécurité quand tout le reste est incertain, qui vous fournissent des rendements même si vous ne pouvez pas jardiner activement pendant 1 an. Pensez aussi aux arbres fruitiers, aux arbustes à baies, aux noix. Ils relèvent du même principe. Des sources de nourriture vivace qui sont plantées une fois et produisent ensuite pendant des décennies. Un pommier peut vivre 70 ans et produit chaque année des centaines de pommes. Un noisetier peut vivre 50 ans. Une haie de groseilliers produit pendant 30 ans. Tout cela, ce sont des investissements dans votre avenir, votre sécurité, votre indépendance. Et si vous les combinez avec les 18 variétés de légumes, vous avez un système qui vous rend vraiment indépendant. Un système qui fonctionne, même si le monde tout autour de vous vacille. Imaginez que 10 ans se soient écoulés. Vous vous promenez dans votre jardin par une matinée de printemps et partout quelque chose pousse. Des asperges jaillissent du sol, épaisses et juteuses. La rhubarbe se tient là, vigoureuse et verte,
prêtes pour la récolte. Les topinambours s'étendent en arrière-plan, une mer d'or en automne. Le chou perpétuel s'élève comme un petit palmier, vert même en janvier. L'oignon perpétuel repart. La ciboulette chinoise embaume sous le soleil matinal. Le réfort attend sous terre, patient et piquant. Les artichauts déploient leurs feuilles argentées, majestueux et productifs. L'oseille vous donne la première verdure de l'année, acide et fraîche. Les herbes parfument tous les coins, thym, sauge, origan, menthe. Le pissenlit fleurit d'or au bord du chemin. Le cresson de fontaine pousse près du petit étang. La roquette sauvage fleurit jaune et piquant. La capucine grimpe sur la clôture. Vous n'avez pas semé à nouveau, vous n'avez pas acheté, vous avez seulement récolté. C'est la liberté, c'est la sécurité, c'est l'indépendance. Ce n'est pas une rêverie romantique, ni une vision idéaliste. C'est possible, c'est éprouvé, ça fonctionne. C'est exactement le genre de système dont vous avez besoin si vous pensez à long terme, si vous comprenez que le monde change, que la stabilité n'est plus une évidence. Vos grands-parents le savaient. C'est pourquoi ils avaient des jardins. C'est pourquoi ils avaient des cultures vivaces, des arbres fruitiers, des arbustes à baies, pas par passe-temps, pas par nostalgie, mais par nécessité. Ils savaient que l'indépendance ne se trouve pas à la banque, ni dans les promesses, mais dans le sol, dans les plantes, dans ce que vous avez construit vous-même. Et peut-être, juste peut-être, cette nécessité redeviendra-t-elle plus actuelle que nous ne pouvons l'imaginer aujourd'hui. Les signes sont là, des chaînes d'approvisionnement qui s'effondrent, des prix de l'énergie qui grimpent, des prix alimentaires qui explosent, des météos extrêmes qui s'accentuent, une incertitude politique, une instabilité économique. Ce ne sont pas des scénarios catastrophes, ce sont des réalités qui touchent chaque jour plus de personnes. Mais même si ce n'est pas le cas, même si tout reste stable, si les rayons des supermarchés sont toujours pleins, si la vie continue comme avant, qu'est-ce qui empêche d'être plus indépendant? Qu'est-ce qui empêche d'avoir des aliments meilleurs, plus frais, plus nutritifs, que vous avez fait pousser vous-même, qui n'ont pas survolé la moitié du globe, qui ne contiennent pas de pesticides, qui ne sont pas emballés dans du plastique? Qu'est-ce qui empêche d'économiser de l'argent, de gagner du temps et de construire quelque chose de sensé en même temps? Rien. Il n'y a aucune raison rationnelle de ne pas le faire. Seulement l'inertie, seulement l'habitude, seulement le sentiment que cela pourrait être compliqué, que vous n'y arriverez pas, que vous n'en savez pas assez. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas compliqué. C'est plus simple que vous ne le pensez, plus simple que ce que vous faites maintenant, plus simple que d'aller chaque semaine au supermarché, de dépenser de l'argent pour des choses que vous pourriez cultiver vous-même, plus simple que d'être dépendant de systèmes qui n'agissent pas dans votre intérêt. Voici donc mon appel pour vous. Commencez. Pas un jour, pas l'année prochaine, pas quand vous aurez plus de temps, plus d'argent, plus de connaissances. Maintenant. Choisissez 3 plantes dans cette liste. Seulement 3. Procurez-vous des rejets, des graines ou des morceaux de racines. Plantez-les ce printemps, cet automne. Peu importe quand vous regardez cette vidéo. Car chaque année que vous attendez est une année que vous perdez. Une année où ces plantes pourraient déjà pousser, s'établir, vous donner du rendement. Une année où vous pourriez déjà être plus indépendant. Et une fois que vous l'aurez fait, observez ce qui se passe. Observez comment votre jardin change, comment il devient plus vivant, plus stable, plus productif, plus beau. Observez comment vous changez, comment vous devenez vous-même plus confiant, plus calme, plus indépendant. Comment vous commencez à penser différemment, à planifier différemment, à vivre différemment. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous ajouterez d'autres plantes. Peut-être pas les 18, peut-être seulement 10, peut-être seulement 5. Cela n'a pas d'importance. L'important est que vous compreniez le principe et que vous le mettiez en œuvre. Le principe de la pérennité, le principe de l'indépendance, le principe de l'action intelligente et à long terme. Si ce savoir sur les trésors cachés de la nature a changé votre regard sur l'autosuffisance, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Nous mettons au jour les racines d'une indépendance
qui avaient été longtemps oubliées. Semez aujourd'hui la liberté pour demain. Le prochain chapitre de votre protection verte sera bientôt ouvert. N'oubliez pas de laisser un like pour soutenir ce mouvement. Écrivez-moi dans les commentaires laquelle de ces plantes vous connaissez déjà ou laquelle vous voulez essayer en premier. Restez à l'écoute, car le chemin vers la véritable indépendance vient tout juste de commencer.